L'air crépitait, lourd de vérités inexprimées. Nous sommes, chacun de nous, une apocalypse ambulante, car nous avons désespérément besoin de saisir les méandres du cœur humain, de comprendre la bête qui sommeille en nous. Et la vérité stupéfiante est la suivante. Le seul et indéniable péril n'est pas une menace extérieure, un astéroïde menaçant ou une pandémie, mais nous-mêmes. Nous sommes les cataclysmes ambulants et parlants. Notre ignorance collective est un abîme terrifiant. Nous savons bien trop peu de ce qui nous motive, de ce qui se développe sous la surface. Cette espèce devrait être étudiée, car nous sommes la source, la genèse même de tout le mal à venir. Avez-vous déjà senti cette main froide vous saisir les chevilles, vous tirant en arrière au moment même où vous vous efforcez d'atteindre quelque chose de vital? Avez-vous déjà ressenti un sentiment de sabotage intérieur malgré tous vos efforts? Et si je vous disais qu'un saboteur caché réside en vous, un agent clandestin qui dicte vos mouvements par une étrange synchronicité? Ce double insidieux, c'est ce que Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre est l'invité indésirable du festin de votre conscience, un réceptacle du désavoué, du rejeté, du déni. C'est là que les désirs refoulés se tordent, que les instincts hurlent, que les faiblesses s'enveniment et que les fragments de votre personnalité jugés négatifs ou indésirables sont bannis. Ces traits spectraux, relégués au tréfonds de votre psyché, exercent une domination silencieuse sur votre comportement et vos émotions, d'une manière que vous oubliez souvent de comprendre consciemment. Pour véritablement saisir le pouvoir insidieux de l'ombre, nous devons plonger dans les profondeurs de sa genèse et de son emprise sur nos vies. Jung, dans son ouvrage fondateur Psychologie et religion, éclaire cette vérité. Malheureusement, il ne fait aucun doute que l'homme est globalement moins bon qu'il ne l'imagine ou qu'il ne le souhaite. Chacun porte en lui une ombre, et moins elle est ancrée dans la conscience individuelle, plus elle est noire et dense. Si une infériorité est consciente, on a toujours la possibilité de la corriger. De plus, elle est constamment en contact avec d'autres intérêts, de sorte qu'elle est continuellement soumise à des modifications. Mais si elle est refoulée et isolée de la conscience, elle ne se corrige jamais. Chacun porte en lui une ombre, un jumeau caché, formé d'aspects rejetés. Et moins il est intégré à la vie consciente, plus il devient malveillant. Une infériorité consciente offre une voie de correction, une négociation constante avec les autres facettes de l'être. Mais refoulée, isolée de la lumière de la conscience, elle s'envenime, non corrigée, prête à éclater dans un moment de vulnérabilité insoupçonnée. Finalement, elle devient un mur invisible, sapant même les intentions les plus pures. L'ombre, souvent révélée par des coïncidences étranges et significatives, se forge au cœur des normes sociales, d'expériences personnelles bouleversantes et de l'effroyable répression. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons quelles pensées, émotions et comportements sont jugés inacceptables par notre famille, notre culture et notre Dieu, refoulant ces aspects dans les ténèbres de l'inconscient. Imaginez un enfant à qui l'on apprend que la colère est un péché, qui réprime perpétuellement sa rage, la sculptant au cœur de son ombre. L'ombre n'est pas seulement un ensemble de défauts. Elle protège aussi des qualités cachées, des forces inexploitées et des potentiels inexploités. Si elles ne sont pas explorées, ces capacités naissantes s'étiolent, conduisant à un soi diminué, à des barrières invisibles qui entravent leur expression et leur épanouissement. Savoir que chacun est lié à une ombre nous aidera à reconnaître son impact profond sur nos vies. Ensuite, sondons les profondeurs et explorons les innombrables types d'ombres, en commençant par la plus intime, l'ombre personnelle. Lors de l'analyse d'un patient, il faut s'attendre à un schéma, une chorégraphie prévisible dans l'intégration de son ombre personnelle. Généralement,
En fouillant dans ses rêves, on commence à exhumer le contenu de l'inconscient. Et, comme je l'ai déjà dit, ce matériel est initialement profondément personnel. Maintenant que nous avons levé le voile sur le concept, plongeons dans le vif du sujet et examinons les différentes espèces de shadow. Eh bien, l'ego se présente comme le représentant de la personne réelle. Mais, comme je l'illustre souvent, prenons un cas où B connaît A, mais A reste ignorant de B. L'ego, dans ce scénario, penche davantage vers C, possédant une compréhension plus complète, tandis que A se présente comme une personnalité fragmentée. Voyez-vous, lorsque j'invoque le soi, je ne fais pas simplement référence à je, qui ne constitue que votre soi empirique. Englobé par le terme « ego », le « soi » désigne une personnalité bien plus complète que l'ego, puisque celui-ci se compose uniquement de ce qui réside dans la conscience. Jung établit une distinction cruciale entre le soi et l'ego. L'ego agit comme le représentant de notre identité consciente, le visage que nous présentons au monde, tandis que le soi est une représentation panoramique et holistique de notre être tout entier, englobant à la fois les domaines conscients et inconscients. C'était une affaire très sérieuse pour moi, car quoi d'autre, vous voyez? Je détestais ce type, et c'était le seul homme que j'aurais pu tuer. Si je l'avais rencontré dans un coin sombre, j'aurais montré de quoi j'étais capable. Aviez-vous souvent des pensées violentes envers les gens lorsque vous étiez jeune? Non, pas exactement. Seulement quand ils se mettaient en colère. Eh bien, je les ai battus. Et tu t'es mis en colère? Pas si souvent, mais alors pour de bon. Tu étais très fort et grand, j'imagine. Oui, j'étais plutôt costaud. Et vous savez, à la campagne, avec ces garçons, la vie était rude. Et j'aurais été capable de violence. Je sais que j'en avais un peu peur. Alors j'ai préféré éviter les situations critiques, car je n'avais pas confiance en moi. Un jour, j'ai été attaqué par 7 garçons, et je me suis mis en colère. J'en ai pris un, je l'ai balancé avec mes jambes, vous savez, et j'en ai frappé 4, et ils étaient satisfaits. Jung, avec une honnêteté crue, réfléchit à sa propre capacité latente à la violence, à une agressivité juvénile contenue. Il reconnaît la puissance de ses émotions et de ses prouesses physiques, mais aussi la peur terrifiante de perdre le contrôle, une peur qui l'a conduit à naviguer dans la vie avec une prudence délibérée, évitant les situations qui pourraient l'enflammer. Maintenant que nous avons saisi les contours fondamentaux de l'ombre, aventurons-nous plus profondément dans le modèle complexe de la psyché de Jung. Je me demande si vous pourriez nous raconter un peu comment vous, à travers ce terme, persona, eh bien, c'est un concept pratique dont nous avons besoin pour comprendre les relations humaines. J'ai remarqué chez mes patients, en particulier ceux qui sont dans la vie publique, qu'ils ont une certaine façon de se présenter. La persona résulte donc en partie des exigences de la société et, d'un autre côté, d'un compromis avec ce que l'on souhaite être ou paraître. Disons que ce n'est pas la vraie personnalité, même si on te promet que tout cela est bien réel et honnête. Pourtant, ce n'est pas le cas. Maintenant, une telle performance, ou disons la performance de la persona, est tout à fait acceptable, tant que vous savez que vous n'êtes pas identique à la façon dont vous apparaissez. Dans le modèle élaboré de la psyché de Jung, une myriade de structures personnifiées s'engagent dans une danse complexe au sein de notre monde intérieur. 2 acteurs majeurs, la persona et l'anima so animus, sont fondamentalement relationnels. La persona agit comme notre interface avec le monde extérieur, tandis que l'anima, animus, guide notre navigation dans le paysage intérieur. L'ego, principalement ancré dans le corps physique, peut être considéré comme la branche exécutive de la personnalité, aux côtés de l'ombre. Ensemble, l'ego et l'ombre sont essentiels à notre identité profonde. L'anima incarne l'essence féminine présente dans l'inconscient masculin. Elle représente la dimension féminine intérieure
exerçant une influence sur les relations des hommes avec les femmes et façonnant leur vie émotionnelle. Son homologue, l'animus, est l'aspect masculin présent dans l'inconscient féminin. Il représente le côté masculin intérieur, exerçant une influence sur les interactions des femmes avec les hommes et façonnant leur assurance et leur capacité de raisonnement. Pour comprendre comment notre inconscient façonne notre réalité, écoutons Jung sur l'interaction entre les ombres personnelles et collectives. Cela repose sur deux conditions importantes. L'une est l'influence de l'environnement et l'autre est la réalité de la psyché telle qu'elle est. Le soi est en réalité un terme qui désigne la personnalité entière, car la personnalité humaine est indescriptible. Sa conscience peut être décrite, son inconscient ne peut l'être, car l'inconscient, je le répète, est toujours inconscient. Et celui-ci est véritablement inconscient, il ne sait vraiment rien. Ainsi, nous ne connaissons pas notre personnalité inconsciente. Nous avons des indices, nous avons certaines idées, mais nous ne la connaissons pas vraiment. Personne ne peut dire où s'arrête l'homme. C'est là toute la beauté de la chose, vous savez. C'est très intéressant. Jung souligne que notre personnalité inconsciente nous reste largement méconnue, malgré quelques lueurs d'espoir. Il explique que la psyché est forgée par l'interaction de forces environnementales et de prédispositions psychologiques inhérentes inscrites en nous dès la naissance. Eh bien, principalement son approche purement personnelle et son mépris des conditions historiques de l'humanité. Voyez-vous, nous dépendons largement de notre histoire. Nous sommes façonnés par l'éducation, par nos parents, qui ne sont en aucun cas toujours personnels. Ils étaient influencés par des préjugés ou par des idées historiques, ou ce que j'appelle la domination. Et c'est un facteur déterminant en psychologie. Nous ne sommes ni d'aujourd'hui ni d'hier. Nous sommes d'une époque immense. Jung critique une approche myope de la psychologie qui se concentre uniquement sur l'individu, négligeant l'impact profond des influences historiques et collectives. Il affirme que notre psyché est profondément façonnée par le poids de l'histoire, l'influence parentale et les normes sociétales profondément ancrées, tous étroitement liés et influençant notre trajectoire psychologique. Examinons maintenant de plus près l'ombre personnelle dans les œuvres complètes de C.G. Jung, volume 9, partie 2, à Jung. Carl Jung dit « Un examen plus approfondi des caractéristiques obscures, c'est-à-dire des infériorités constituant l'ombre, révèle qu'elles ont une nature émotionnelle, une sorte d'autonomie et, par conséquent, une nature obsessionnelle, voire possessive. Ce sont généralement des aspects de la personnalité que l'on cherche à cacher, à réprimer et à nier, à soi-même et aux autres, car ce sont des choses que l'on ne souhaite pas être. Ne pas reconnaître et affronter notre ombre peut engendrer un torrent de problèmes. Repensez à un moment où vous avez été saisi par une émotion intense, apparemment irrationnelle. Était-ce vraiment lié au déclencheur immédiat, ou ses racines étaient-elles plus profondes, puisant dans quelque chose d'ancien et d'enfoui? L'ombre devient particulièrement visible en cas d'anxiété ou d'autres émotions intenses. Sous l'influence de l'alcool, par exemple, on peut lâcher une remarque hostile de manière inattendue au cours d'une conversation pourtant amicale. Lorsque nous refusons d'assimiler ce que nous méprisons en nous, nous le projetons vers l'extérieur, sur les autres, faisant d'eux les porteurs de notre obscurité intérieure. Nombreux sont ceux qui refusent si complètement de reconnaître leur ombre que l'ego en reste inconscient, privé de toute capacité à la contrôler. Dans ces conditions, l'ombre se déchaîne, opère de manière autonome, se manifeste par des sautes d'humeur inexplicables, une irritabilité latente et même des actes de cruauté purs et simples. Ainsi, les événements psychiques sont des faits, des réalités. Et lorsque vous observez le flux d'images à l'intérieur,
vous observez un aspect du monde, le monde intérieur. Car la psyché, si vous la comprenez comme un phénomène présent dans tous les corps vivants, est alors une qualité de la matière. Puisque notre corps est constitué de matière, nous découvrons que cette matière possède un autre aspect, à savoir un aspect psychique. Explorons maintenant les aspects positifs de la compréhension de notre ombre à partir du livre C.G. Jung, Discours, interviews et rencontres. Quand on observe le monde, on voit des gens, des maisons, le ciel, des objets tangibles. Mais quand on s'observe intérieurement, on voit des images en mouvement, un monde d'images généralement appelé fantasmes. Pourtant, ces fantasmes sont des faits. Voyez-vous, c'est un fait qu'un homme a tel ou tel fantasme, un fait tellement tangible que lorsqu'un homme a un fantasme particulier, un autre peut perdre la vie, ou un pont peut être construit. Ces maisons étaient toutes des fantasmes. Tout ce que vous faites ici, toutes ces maisons, tout était fantasme au départ, et le fantasme a une réalité bien réelle. Il ne faut pas l'oublier. Le fantasme n'est pas rien. Ce n'est, bien sûr, pas un objet tangible, mais c'est néanmoins un fait. Il existe un blocage impersonnel dans notre psychisme. Et je peux vous donner un exemple. Nous avions un patient. Il était schizophrène discret, mais complètement dissocié. Et il était en clinique depuis plus de 20 ans. Il était arrivé en clinique alors qu'il était encore jeune, un petit CL, et il n'avait aucune formation particulière. Un jour, je suis arrivé dans la salle, et il était visiblement excité. Il m'a appelé, m'a prise par l'étiquette de mon manteau et m'a conduite à la fenêtre. Il m'a dit « Maintenant, regarde. Regarde le soleil et vois comment il bouge. Tu dois bouger la tête comme ça, et tu verras la course du soleil, et tu sauras que c'est là que le vent se forme. Et tu verras comment le soleil bouge quand tu bouges la tête. » Bien sûr, je ne comprenais pas cela. Je me disais simplement « Voilà, il est fou !» Mais cette affaire me restait en tête. Et 4 ans plus tard, je suis tombé sur un article de l'allemand Humoran qui avait traité de la littératie dite Mitas, une partie du grand papos des sorciers parisiens. Il y produisait la partie du Soal M.L.I., à savoir « Dis, là, après la 2e prière, tu verras comment le disque du soleil se déploie, et tu verras pendre de lui le tube, l'origine du vent. Et si tu tournes ton visage vers l'est, il s'y déplacera, et si tu tournes ton visage vers l'ouest, il te suivra. » Et instantanément, j'ai su, c'est ça. C'est la vision de mon patient. Mais comment pouvez-vous être sûr que votre patient ne se souvenait pas, inconsciemment, de quelque chose que quelqu'un vous avait dit? Oh non, c'était tout à fait hors de question, car cette chose était inconnue. Elle était dans un papos magique à Paris, et elle n'a même pas été publiée. Elle n'a été publiée que 4 ans plus tard, après que je l'ai observée avec mon patient. Et cela, vous le sentiez, prouvait qu'il y avait un inconscient qui était quelque chose de plus que personnel. Oh, eh bien, ce n'était pas une preuve pour moi, mais c'était un indice, et j'ai compris l'indice. Ces exemples sont cruciaux, car ils éclairent la profonde compréhension de Carl Jung de l'inconscient et de son influence considérable sur nos comportements et nos perceptions. En démontrant que les fantasmes et les rêves possèdent une réalité tangible, Jung souligne que l'inconscient n'est pas un simple grenier oublié. Au contraire, il constitue une force dynamique et puissante, façonnant activement nos expériences et guidant nos actions. Cette compréhension souligne que notre monde intérieur a autant de poids et d'influence que la réalité extérieure que nous percevons autour de nous. Tout au long de son œuvre, Jung souligne l'importance de cultiver la conscience de l'ombre en psychothérapie et de ses projections dans la vie des individus. Bien que généralement perçue comme négative, l'ombre possède aussi une dimension positive. En réalité, explorer notre ombre nous donne accès à un trésor d'attributs positifs. Jung développe ce point avec des citations tirées des œuvres complètes de C.G. Jung,
volume 9, partie de Sauer. Le premier d'entre eux est l'ombre, cette personnalité cachée, refoulée, généralement inférieure et culpabilisée, dont les ramifications ultimes remontent au règne de nos ancêtres animaux et constituent ainsi tout l'aspect historique de l'inconscient. Si l'on a cru jusqu'ici que l'ombre humaine était la source du mal, on peut maintenant affirmer, après une étude plus approfondie, que l'homme inconscient, c'est-à-dire son ombre, ne se compose pas seulement de tendances moralement répréhensibles, mais présente également un certain nombre de qualités telles que des instincts normaux, des réactions appropriées, des intuitions réalistes, des impulsions créatrices, etc. L'homme n'est pas complet s'il n'est pas conscient de cet aspect des choses. Je vois donc qu'un homme n'est pas complet lorsqu'il vit dans un monde de vérité statistique. Il doit vivre dans un monde de vérité biologique. C'est la vérité biologique. C'est loin d'être satisfaisant. C'est l'expression de ce qu'il est réellement, de ce qu'il ressent lui-même. Ces réflexions articulent les points de vue de Jung sur l'ombre et le soi, soulignant l'importance de reconnaître et d'intégrer toutes les facettes de notre personnalité pour atteindre la plénitude psychologique. Marie-Louise von Franz, proche collaboratrice de Jung, écrit dans L'homme et ses symboles. Troisième partie, le processus d'individuation, la réalisation de l'ombre. L'ombre n'est pas forcément toujours un adversaire. En réalité, elle est exactement comme tout être humain avec lequel il faut composer, parfois en cédant, parfois en résistant, parfois en donnant de l'amour selon les exigences de la situation. L'ombre ne devient hostile que lorsqu'elle est ignorée ou incomprise. Eh bien, dans la vie pratique, elles émergent. Mais l'ombre personnelle, ce sont les défauts personnels dont chaque être humain pourrait être conscient, ce qui n'est pas archétypique et donc pas un mystère. Par exemple, l'avidité ou la jalousie étant l'un des principaux aspects de l'ombre, ou encore la paresse, la négligence, l'isolement, la sentimentalité, etc. Des infériorités que chacun possède mais préfère ignorer. Quant à la nature personnelle de l'inconscient, sa qualité personnelle, dans un cas donné, par exemple, son inconscient possède une qualité introvertie, car toutes les qualités extraverties se manifestent dans la conscience. Cela m'a donné une idée de la valeur diagnostique et m'a aidé à comprendre mes patients. Marie-Louise von Franz et Carl Jung soulignent collectivement que reconnaître, comprendre et intégrer l'ombre, un aspect complexe, émotionnel et profondément personnel de notre inconscient, est essentiel pour atteindre la plénitude psychologique et une profonde conscience de soi. Pour mieux comprendre cela, visualisons l'ombre. Imaginez votre ombre comme une silhouette sombre qui vous traque sans relâche. Au début, elle vous semble intimidante, mais lorsque vous vous retournez enfin pour l'affronter, vous réalisez qu'il s'agit simplement d'un fragment de vous-même, en quête de compréhension et de compassion. Par exemple, une personne pourrait croire qu'être assertif équivaut à être impoli ou agressif, abandonnant ainsi les qualités de confiance et la capacité de se défendre honnêtement et respectueusement, ce qui, à son tour, peut inhiber la proactivité, entraver l'avancement professionnel et créer des difficultés financières. Par conséquent, lorsqu'elle rencontre un individu affirmé, cette personne éprouve inconsciemment du ressentiment et de la culpabilité, ce qui assombrit et solidifie davantage son ombre. Ces aspects précieux doivent être accueillis et intégrés à la trame de notre expérience vécue, et non réprimés sans relâche. L'ego doit renoncer à son orgueil démesuré, car votre inconscient entretient une relation compensatoire avec votre conscience. Vous finissez par saisir le panorama complet. Si l'on possède une vision complète et la force morale requise, alors seulement la véritable guérison peut commencer. Mais en fin de compte,
Cela reste un impératif moral. C'est la manifestation de la situation de l'inconscient. Pour mettre cela en pratique, parlons de conseils pratiques pour le travail de l'ombre. Commencez votre propre travail sur l'ombre en tenant un journal. Notez les moments où vous avez ressenti une réaction émotionnelle intense, puis réfléchissez aux déclencheurs potentiels. Avec le temps, vous commencerez à discerner des schémas récurrents révélant les facettes cachées de votre ombre. Observez vos réactions émotionnelles tout au long de la journée. Lorsqu'une réaction forte survient, marquez une pause et demandez-vous ce qui l'a déclenchée. Notez vos observations pour déceler les schémas sous-jacents. Nous rencontrons également notre ombre dans nos rêves, apparaissant souvent comme une figure du même sexe que le rêveur. Elle se manifeste comme un critique intérieur, un juge intérieur qui scrute notre personnalité depuis les profondeurs de l'inconscient, nous laissant souvent avec un profond sentiment de gêne. Nous devons identifier le contenu de l'ombre et l'intégrer dans notre personnalité. C'est une observation courante que lorsque vous parlez à un individu et que cet individu vous donne un aperçu de ses préoccupations intérieures, de ses intérêts, de ses émotions, l'autre vous confie ses complexes personnels. Alors, vous entrez lentement et presque dans la situation d'une sorte d'autorité, d'un point de vue. Devenez un point de référence. Jung suggère qu'en confrontant et en intégrant notre ombre, nous pouvons transformer ces aspects refoulés en une source d'autorité intérieure et de conscience de soi, devenant un point de référence pour notre propre croissance personnelle. Explorons maintenant comment intégrer les aspects de l'ombre dans nos vies. Grâce à l'analyse des rêves, par exemple, vous découvrez le contenu de l'inconscient. C'est le processus de prise de conscience de l'ombre, aussi appelé travail de l'ombre. Ici commence le long et pénible travail d'auto-éducation. Il faut engager de longues et difficiles négociations avec l'ombre, un travail que l'on pourrait qualifier d'équivalent psychologique des travaux d'Hercule. De Sisyphe, grâce au travail de l'ombre, on peut observer son ombre extérieurement, en observant ses réactions émotionnelles et en étant radicalement honnête dans ses interactions avec autrui et intérieurement en explorant ses rêves. Avant de nous plonger dans les manières fascinantes dont notre ombre se manifeste dans nos vies, comprenons d'abord comment cet aspect caché s'intègre de manière complexe dans la structure même de notre identité. Dans les Œuvres complètes, volume 13, Études alchimiques, de Carl Jung, Jung nous dit que « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette dernière procédure est cependant désagréable et donc peu populaire. Avec une compréhension plus profonde de notre identité, il est temps d'observer l'ombre en action. Explorons comment cette part cachée de nous-mêmes se manifeste dans nos comportements et décisions du quotidien. Comprendre notre ombre est crucial, mais cela ne doit pas être une tâche ardue. Cela peut être un fascinant voyage de découverte de soi. Cela permet de s'éveiller et de réduire le potentiel destructeur de l'ombre, non pas tant en livrant une guerre contre les ténèbres, mais en amenant les ténèbres à la lumière et la lumière à l'obscurité. Extrait des Œuvres complètes. Volume 12, Psychologie et alchimie, de Carl Jung. Il n'y a pas de lumière sans ombre, et pas de plénitude psychique sans imperfection. Aussi effrayant et sombre que puisse être la confrontation avec notre ombre, trouver la vérité apporte un soulagement. Discerner la vérité est un processus d'authenticité, une fouille minutieuse au plus profond de notre être, pour explorer nos possibilités et nos limites, nos distorsions, les parties enfouies et souvent oubliées de nous-mêmes et de nos capacités. La plupart des gens, cependant, sont trop indolents pour réfléchir profondément aux aspects moraux de leur comportement dont ils sont conscients, et encore moins pour considérer comment l'inconscient les affecte. Voici une autre mesure concrète à adopter dans vos interactions quotidiennes. Soyez profondément honnête avec vous-même.
Si vous ressentez de l'irritation ou de l'inconfort, demandez-vous si ces sentiments pourraient être liés à votre ombre. Recherchez les synchronicités qui pourraient vous éclairer. Maintenant que nous avons couvert l'ombre personnelle, explorons l'ombre collective. L'ombre peut également provenir de facteurs extérieurs à la vie personnelle de l'individu. C'est là que nous tombons sur l'ombre collective, le côté obscur ou les aspects méconnus d'une société et d'une culture. Elle se compose de ce qui s'oppose à nos valeurs communes et collectives. Pour mieux comprendre cela, examinons les implications plus larges de l'ombre collective. Les idées archétypales traversent un individu à travers les siècles. C'est comme un flux continu qui se manifeste lors des grands mouvements de masse, qu'il s'agisse de mouvements politiques ou spirituels. Par exemple, avant la Réforme, les gens rêvaient de grands changements, et c'est pourquoi de telles transformations pouvaient être prédites. Jung a dit « Si quelqu'un avait été assez intelligent pour percevoir ce qui se passe dans l'inconscient des gens, il aurait pu le prédire. » J'ai en effet prédit la montée du nazisme en Allemagne, grâce à l'observation de mes patients allemands. Ils faisaient des rêves dans lesquels tout était anticipé avec une précision considérable. L'ombre collective, dimension vaste et souvent terrifiante de l'existence humaine, inflige de profondes blessures à l'humanité et au monde naturel, laissant des cicatrices indélébiles à travers les générations. Elle se manifeste par une obscurité projetée, une violence systémique, une oppression généralisée et un déni de responsabilité persistant. Elle éclate dans les cataclysmes des guerres, les horreurs des génocides et l'effacement insidieux des cultures. Cette force omniprésente, mais insaisissable, engendre des atrocités indicibles, des persécutions incessantes et des souffrances généralisées, souvent dissimulées sous le couvert d'actions apparemment bienveillantes, comme l'imposition d'une langue unique. Extérieurement, cela se révèle comme une souffrance physique intense, une pauvreté écrasante et une criminalité endémique, tandis qu'intérieurement, cela favorise le dégoût de soi, une dépression paralysante et une soif de vengeance qui perpétue le cycle de la souffrance. Plongeons plus profondément dans l'ombre collective et sa relation avec le mal. L'ombre collective a longtemps été assimilée au concept du mal, en résonance avec l'archétype chrétien du diable, où la possession dépouille l'individu de son humanité, la remplaçant par une essence démoniaque. Pour Jung, la défense ultime contre un tel mal réside dans la quête incessante de la connaissance de soi et de la plénitude. Chaque individu doit affronter l'étendue de ses capacités, en reconnaissant à la fois le bien infini qu'il peut accomplir et le potentiel de crimes innommables qui le guettent. Vous savez, chaque société a des problèmes collectifs, des convictions collectives, etc. Aujourd'hui, nous sommes fortement influencés par leur appartenance à un parti politique, à une confession, et cela peut influencer sérieusement notre comportement. Or, comme les conflits personnels n'y font pas référence, il est évident qu'ils n'apparaissent pas. Mais dès que vous transcendez votre sphère personnelle et que vous en arrivez à votre détermination impersonnelle, par exemple face à une question politique ou à toute autre question sociale qui vous tient réellement à cœur, vous êtes confronté à un problème collectif. On a alors des choses collectives. Lorsqu'un problème persiste au sein d'une société particulière, il peut être qualifié de problème fantôme, s'il existe des preuves de déni, de projection omniprésente et d'un échec systémique à assumer la responsabilité individuelle et collective. Il est donc primordial d'assumer ses responsabilités morales, politiques et spirituelles. Le courage avec lequel nous abordons nos propres ténèbres libère les autres du fardeau qui les pèse. Pour illustrer cela, parlons de la façon de gérer le passé et d'assumer ses responsabilités. Pour répondre à l'immense souffrance historique, guerre, génocide, holocauste et oppression généralisée, dont les répercussions continuent de façonner notre monde,
nous devons apprendre en tant qu'espèce humaine. Le déni, souvent mêlé à un désir désespéré d'aller de l'avant et d'enterrer le passé, est la réaction la plus répandue. De nombreuses tentatives ont été faites pour faire face à des histoires douloureuses au moyen d'excuses publiques, d'actes de repentance, de paiements de réparation et de pèlerinages sur des lieux de profonde souffrance. Mais comment faciliter l'intégration profonde et généralisée de l'ombre au sein d'une population entière, plutôt que de simplement l'aborder symboliquement par le biais de figures de proue ou de politique? Se souvenir de l'indicible et lui donner une voix est un processus éprouvant pour les victimes, les auteurs, les témoins et les passants. Un tel processus atteint un certain succès lorsque la douleur, l'indignation, la trahison, la souffrance et toutes les autres émotions ont été exprimées et véritablement entendues, et lorsque la véritable responsabilité a été acceptée. Dire la vérité est à la fois le moyen le plus souhaitable et le plus viable pour faire face à un passé troublé. Le destin du monde ne tient qu'à un fil tissé à partir de la psyché fragile de l'humanité. Imaginez que certains, à Moscou, perdent un instant leur sang-froid ou leur bon sens, et que le monde entier soit en flammes. De nos jours, nous ne sommes pas menacés par des catastrophes élémentaires. Il n'existe pas d'âge. C'est l'œuvre de l'homme. Nous sommes le grand danger. La psyché est le grand danger. Et si quelque chose tournait mal avec la psyché? Voyez-vous, on nous démontre aujourd'hui le pouvoir de la psyché chez l'homme, l'importance d'en savoir quelque chose. Mais nous n'en savons rien. Personne ne croirait à l'idée que les processus psychiques de l'homme ordinaire aient une quelconque importance. Un exemple horrible d'une psychose de masse alimentée par l'ombre collective est la persistance du racisme systémique et de la brutalité policière, où des préjugés profondément ancrés et des biais inconscients peuvent dégénérer en discrimination généralisée et en actes de violence horribles. Des individus ordinaires, dans certaines circonstances, se retrouvent à participer ou à soutenir tacitement des actions qu'ils trouveraient normalement odieuses. L'ombre personnelle sert de pont vers l'ombre collective. Donc, résoudre ces conflits intérieurs et faire face à son ombre personnelle est essentiel pour éviter de succomber inconsciemment à l'ombre collective, souvent révélée par des synchronicités troublantes. En nous lançant dans ce voyage transformateur, nous acquérons le pouvoir d'influencer les autres, créant ainsi un effet d'entraînement qui profite à la société dans son ensemble. Supposons qu'un patient arrive à ce niveau, ou que son conflit commence à devenir vraiment très grave, que son esprit puisse en souffrir. Alors, il peut avoir un conflit collectif. La question qui se pose à nous est la suivante. Comment pouvons-nous affronter l'ombre collective avec courage et conviction? Nous devons commencer par affronter sans crainte nos propres ombres personnelles, par un examen de conscience implacable, en cultivant une honnêteté inébranlable dans nos interactions, en surveillant nos réponses émotionnelles avec vigilance et en nous engageant dans le langage cryptique de nos rêves. Ce processus ardu nous empêche de devenir des pions involontaires de notre ombre et de nos projections inconscientes, nous permettant de déterrer et d'exploiter les attributs positifs enfouis en nous, enrichissant finalement non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. En reconnaissant l'existence et le pouvoir de l'ombre collective, nous pouvons nous vacciner contre son influence et assumer notre responsabilité de résoudre les problèmes ignorés et de surmonter l'absence d'action personnelle et collective. Embrasser nos ténèbres avec courage offre non seulement du réconfort aux autres, mais garantit également que nous luttons contre les torts du passé et les corrigeons, empêchant l'ombre de gagner en force et empêchant l'histoire de répéter ses cycles tragiques. Voyez-vous, tous ceux qui disent « je suis un mystique » sont des idiots. Eh bien, ils ne comprennent pas le moindre mot de la vérité. Et bientôt, le monde sera réduit en cendres.